L'enregistrement. Donc voilà. Donc comme dit, on va essayer de voir ensemble les outils et les usages informels pour les langues, sachant que je ne suis pas du tout enseignant en langue. Et on va essayer de voir donc, comment le numérique peut nous aider. Alors la présentation, elle est accessible en ligne à cette adresse ici tout en haut. Sinon, il y a une adresse ici un peu plus courte à ce niveau-là. Donc si vous voulez retrouver tous les liens, vous pourrez le retrouver comme ça. Donc l'adresse courte, c'est goo.gl, / et ensuite c'est EE en petit, deux petits E, un grand 5, un grand A, un grand 0 et un petit C. Donc avec ça, vous retrouvez la présentation qui est ici. J'utilise un outil... Allez-y. Un petit C. Merci. De rien. Alors n'hésitez pas à interagir, vous avez des questions, vous voulez interagir, etc. Il faut surtout le faire. J'utilise un outil de présentation qui n'est pas PowerPoint. C'est un outil qui s'appelle Reveal.js. En fait, c'est une page web. Et on peut aussi le construire visuellement sur un site qui s'appelle slides.com. Donc c'est gratuit, mais simplement, la navigation, elle n'est pas forcément linéaire. Vous voyez, en bas, il y a une petite croix. Et parfois, je vais descendre en vertical. Donc, regardez la croix si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent. Alors, la première des interrogations qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend une langue ? Dans mon expérience, la première raison, et puis peut-être aussi l'expérience de beaucoup de gens, c'est parce que c'est obligatoire. Dans mon cas, c'était l'allemand. C'était en CE2, donc j'étais petit. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas beaucoup pris. Je me rappelle juste qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Gisela ou quelque chose comme ça, dans les manuels. Voilà. Et ça n'a pas été très efficace, et c'est pas là que j'ai accroché dans l'apprentissage des langues. Donc c'était obligatoire. Après, il y a peut-être d'autres raisons. On a peut-être pu voir des effets de mode. Il y a eu une période où le japonais, par exemple, était à la mode, parce que chez les jeunes, on voyait beaucoup d'animés, de mangas, de jeux vidéo, etc. Peut-être l'allemand était à la mode aussi, à un moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout le chinois qui est à la mode. Je vois beaucoup de gens qui apprennent le chinois. Ça devient même disponible dans les collèges, dans les lycées, etc. La troisième raison, c'est parce qu'on perçoit que ça peut être utile d'apprendre une langue. Et l'anglais, évidemment, c'est une des raisons fortes pour laquelle cette langue se développe, et peut-être une des raisons aussi pour laquelle le chinois se développe aussi, puisque c'est une telle puissance économique aujourd'hui que beaucoup de gens se disent que ça pourrait éventuellement être utile. Et pour moi, c'est l'anglais qui a été très utile quand j'étais adolescent. J'étais passionné d'informatique, de jeux vidéo, d'effets spéciaux, etc. Et toutes ces choses-là venaient essentiellement du monde anglo-saxon. Donc j'ai pu utiliser cette langue très très vite pour accéder à des contenus que je ne pouvais pas accéder autrement. Et puis la dernière raison peut-être, c'est pour s'intéresser à d'autres cultures, puisque les cultures, c'est d'autres façons de voir aussi le monde. Et aujourd'hui, dans les langues asiatiques en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, puisque finalement l'anglais me permet d'accéder finalement à tous mes besoins. Le chinois et le japonais, etc., ne met pas d'une utilité extrême. Mais par contre, en s'intéressant à d'autres cultures, à d'autres langues, surtout d'autres cultures, on arrive à faire finalement le tri entre ce qui est culturel chez nous, de ce qui est finalement universel ou personnel, dans la façon dont on perçoit le monde. Et souvent, au début, quand on ne s'intéresse pas à d'autres cultures, on pense que tout ce qu'on pense nous-mêmes, tout le monde pense la même chose. Et ce n'est qu'en se confrontant à d'autres cultures, finalement, qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et du coup, on arrive à distinguer ce qui est culturel chez nous de ce qui est plus universel ou personnel dans notre façon de voir le monde. D'ailleurs, j'ai commencé par essayer de trouver des citations, et j'ai trouvé très peu de citations sur l'aspect obligatoire, sur l'aspect utilitaire, sur l'aspect mode, mais les citations qu'on trouve des grands hommes et des grands penseurs, c'est très souvent évidemment sous l'aspect culturel. Alors par exemple, là, j'ai oublié d'enlever cette petite truc, bon c'est pas grave. Cette citation, ceux qui ne connaissent rien d'une langue étrangère ne connaissent rien de leur propre langue. Elle est de qui ?
elle est intéressante, puisqu'elle dit que pour connaître sa propre langue, il faut déjà la confronter finalement à d'autres. Et ce visage, en fait, c'est une statue ici sur le campus, et c'est Goethe qui dit ça. Avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Et là, on voit en fait le personnage derrière. C'est qui? C'est Charlemagne qui dit ça. Donc, voilà. Celui qui ne connaît pas d'autres langues, à moins que ce soit un génie, a nécessairement des déficiences dans ses idées. Et le monsieur derrière, c'est qui? Voilà, c'est ça, c'est Victor Hugo. Les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Alors ça, c'est Ludwig Wittgenstein. Et puis celle qui est peut-être la plus connue, c'est celle-là. Si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, ça va directement à sa tête. Et si vous parlez dans une langue, enfin qu'il ne comprend pas, enfin qu'il comprend, oui. Et si vous parlez dans une langue qui est sa langue maternelle, ça va directement à son cœur. Et ça, c'est de qui? C'est de... Alors, il a une statue à Londres. Et ça, c'est la statue... c'est Nelson Mandela qui dit ça. Voilà. Donc tout ça, ça se réfère beaucoup effectivement à la culture, plus qu'au reste. Ensuite, j'ai essayé de voir comment les gens apprenaient des langues. Alors, je suis allé sur YouTube et puis j'ai simplement tapé Learn Language. Et puis j'ai essayé de voir ce que disent les gens. Et là, c'est étonnant parce qu'on trouve des gens qui sont très jeunes jusqu'à des gens qui sont plus vieux. Et ils disent à peu près la même chose. Donc ça, par exemple, c'est... Alors, on trouve beaucoup de polyglottes, des gens qui parlent plusieurs langues et qui utilisent YouTube pour communiquer et se mettre en relation avec des gens. Alors, je vais commencer par elle, c'est une adolescente. Alors, elle parle vraiment comme une adolescente, donc il ne faut pas regarder la forme, mais il faut plutôt regarder le fond. Et on ne va pas tout écouter, je vais essayer de trouver quelques extraits puis de comparer avec d'autres personnes qu'on trouve. Alors, par exemple, je vais essayer de commencer par... on va commencer là. And whatever your mother tongue may be. Okay, first of all, learning a language is so different from learning anything else because it's not just retaining facts and figures, it's altering the way your brain works. You're creating a new section of yourself. En fait, ce qu'elle dit, c'est exactement ce que disait Charlemagne tout à l'heure. By learning a language. It sounds weird, but it really is, because when I start speaking Japanese, it's like a switch. Because when I speak in Japanese, I have to be thinking in Japanese. My whole brain just sort of goes whoop doop whoop doop, Japanese time, and you know. So the way people learn languages has to be really different to the way that you would learn anything else. You can't study it; you have to learn it through experience. From the beginning, I never really studied that much. I just used what I knew all the time, and that, my friends, is how you learn a language. You use it. Donc ils sont vraiment aussi dans la construction très très tôt avec le langage. Ils n'attendent pas d'avoir un niveau suffisant pour se dire maintenant je suis suffisamment bon pour commencer à l'utiliser. Ils l'utilisent très très vite et très tôt et ils n'ont pas peur non plus de faire des erreurs. Par exemple, elle enregistre sa progression et lorsqu'elle se sent découragée dans sa progression, elle peut revenir en arrière et voir son niveau au début. Et là, ça l'encourage beaucoup parce qu'elle a vu finalement qu'elle a progressé. Donc c'est des gens qui utilisent vraiment l'apprentissage par erreur, alors que dans ma génération, ce n'était pas le cas. Quand on levait la main ou quand on nous posait la question, il fallait vraiment pas faire d'erreur. Et donc on n'a pas cette habitude à expérimenter très très vite et très tôt avec ce qu'on apprend. On va en voir d'autres. Lui, il est assez connu. C'est aussi un polyglotte, Tim Donner. Alors, on va aller par... j'ai noté quoi? 505. For the first time. But 6 months into it, a year into it, even 2 years later, I can't converse with anybody. French is just another subject in school, and even though I can tell you words for elbow, T-bone, shoelace, I couldn't really have a fluent conversation with anybody. Fast forward a little bit more. In 7th grade, I started Latin. So Latin, of course, is a dead language,
And in learning Latin, we really learn how to break down language, to see language as a system with rules and as a puzzle. So that was great, but I still didn't feel like language was for me. So I forward a little bit more. When about 13, and out of interest in learning more about the Israeli-Palestinian conflict, I started studying Hebrew. Now, I had no way of doing it, I had no idea what I was supposed to be doing, so I listened to a lot of rap music. Donc lui, dans ce cas, l'enseignement traditionnel n'a pas beaucoup marché. Maintenant, il va s'intéresser à des sujets qui l'intéressent. Donc là, dans le cas particulier, le conflit israélo-palestinien. Et il va utiliser aussi donc la musique pour essayer d'apprendre par lui-même. Vous êtes à peu près à l'aise avec l'anglais? Sinon, vous êtes à l'aise avec l'anglais. I memorized lyrics, I'd spit them back out, and I would just try to chat with native speakers once a week, once a month. And I found that incrementally, I started to understand a lot more. Now, I didn't sound like a native speaker. I couldn't speak very articulately. I certainly didn't know the grammar. But I had done what I had never managed to do in school, which was to pick up the basics of the language all on my own. Forward a little bit more. I started taking Arabic when I was 14 in a summer program going into 9th grade. This was summer of 2010. After a month, I found that I could read and write without a problem. I learned the basics of the formal language and one of its major dialects. And it turned me on to the fact that I really could pursue languages as a hobby. So it finally came to March 24th, 2011. So I had pretty vicious insomnia. And as I was studying more languages, using grammar books or watching TV shows in, let's say, Arabic or Hebrew, became one way of focusing my time. So on that night, while I was awake to some ungodly hour, I recorded myself speaking Arabic into my computer screen, subtitled it, and I uploaded it to YouTube under the title Tim Speaks Arabic. Next day I did the same thing, Tim Speaks Hebrew. And the comments, when they trickled in, were fantastic. I got things like, wow, I've never seen an American speak Arabic before. You blame them? In addition to that, I got things like, well, maybe you should fix your vowels here, or maybe this word is pronounced this way. So suddenly, language learning had gone from the solitary pages of the book, or my computer screen, into the wide world. After that, I was hooked. Donc là, on voit un peu le processus. Hein, souvent, l'apprentissage de la langue se fait souvent seul, ce qui est une vraie difficulté. Et là, ces gens-là utilisent les médias sociaux, donc il y a l'aspect social, l'aspect de la capacité à se connecter avec d'autres gens, ou les réseaux sociaux pour essayer d'avoir du feedback sur l'apprentissage et sur leur progression. Alors on ne va pas voir toute la vidéo, hein, mais il utilise aussi, il parle de moyens mémotechniques qu'il utilise. Par exemple là, c'est... Donc, les Grecs ont inventé beaucoup de méthodes, notamment ça c'est la méthode de Loki. Je vous ai mis des liens sur une autre diapo, c'est-à-dire qu'on peut essayer de mémoriser une liste de choses à apprendre en les localisant dans des lieux. Donc là par exemple il utilise des lieux qu'il connaît et il va associer à chaque lieu un mot qu'il veut se rappeler et on peut faire une histoire avec ça très facilement. Parce que la mémorisation visuelle et spatiale est beaucoup plus puissante que simplement une mémorisation directe. Donc il y a des gens qui sont capables de cette façon-là de vous réciter des poésies à l'endroit mais aussi à l'envers, etc. Il utilise aussi des choses assez simples comme des mots qui se ressemblent beaucoup phonétiquement et il va en faire des phrases ou des histoires en les reliant entre eux. Mais tout ça, c'est des méthodes mémotechniques qui sont connues depuis longtemps, mais qui sont néanmoins efficaces. Et je vais peut-être aller à 13 minutes 20. Or learn Persian, for example. You pick up a dictionary, you say, I know how to say thank you, I know how to say how much is this, and I know how to say goodbye. Oh, I speak Persian. Probably not. Let's see, actually. In fact, if you want to buy something in a Persian bookstore, you might ask someone, how much is this? Generally, they'll tell you this, which means... So in fact, this is an ingrained cultural practice called ta'aruf, in which two people having a conversation both try to behave more humble than the other. So if I go to buy a book, it's rude for that person to tell me it's $5. He has to say, it's worthless, please. You are so good looking, you're so talented, you're whatever. Take it for free. I'm so humble, take it for free. Or you might find something
Like this phrase. If you want to thank somebody, if you want to show your gratitude towards them or say nice to meet you, I could say, well, I know how to say thank you in Farsi, I speak Farsi. Maybe not though. In fact, I've often heard this phrase when I talk with Iranians, "Qurbanidam," which literally means. So again, it's poetic, you might call it melodramatic, but this is something you really have to understand the culture to get. Donc là, on voit aussi l'importance de relier les choses avec la culture, et qu'apprendre une langue, c'est pas juste apprendre toute une liste de vocabulaire. Et on a énormément de choses culturelles qui se trouvent dans la langue, et s'intéresser à la culture, c'est vraiment une motivation extrêmement importante pour pouvoir continuer dans l'apprentissage de la langue. Et là, on verra aussi que via le numérique, on a vraiment la possibilité aujourd'hui de s'immerger dans la culture du pays beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc là, c'est aussi un autre polyglotte qui a commencé très tard à apprendre des langues. Il dit en fait la même chose, ils disent tous quasiment la même chose. Ça, c'est un comique anglais, enfin un stand-up comédien anglais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il fait des shows en anglais, évidemment, ça va bien, mais aussi dans des langues qu'il ne maîtrise pas complètement. Et il apprend en même temps qu'il fait son métier, qui est de faire de la stand-up comédie. Il montre ici sa première expérience avec les langues et avec les manuels scolaires. Yeah, so look in and they stared at me, with that look on their eyes of quoi? Because there's no stand-up in France, and they're not used to English people speaking French. But I was doing it, because I thought it would be a positive. Because we could be the biggest melting pot in the world, 500 million people. All we're going to do is melt a bit, just move it around, fucking move it around. And it was partly that, and partly just to go, yeah. So I did that. And I learned French at school up to the age of 16, and then I just kept talking endlessly after that. And at school, the first page I ever learned in French was full of things which are difficult to get into conversation. Things like, the mouse is underneath the table, la souris est en dessous de la table. Just slip that in when you're buying a ticket to Paris. Le train à Paris, oui. C'est ici, c'est maintenant, c'est 5 minutes. La souris est en dessous de la table. The other line was, the cat is on the chair, le chat est sur la chaise, slightly more easy to fit in, and the monkey is on the branch, le singe est sur la branche. Very difficult to get into conversation. Voilà, donc ça c'est sur le fait que les manuels scolaires ne sont pas forcément le plus adaptés à chacun. Il y a un article intéressant dans Why Language Matter to Me dans The Guardian. Voilà, en tout cas, si on regarde vraiment les gens qui témoignent et qui semblent réussir dans l'apprentissage des langues, on trouve souvent ces points-là. Très très vite, ils construisent quelque chose avec les langues qu'ils apprennent, le vocabulaire qu'ils apprennent. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils vont très vite chercher à se connecter aux autres pour vraiment utiliser la langue plutôt qu'apprendre au sujet de la langue. Ils ont très souvent, c'est très souvent des joueurs, ils vont essayer de jouer et de s'imaginer dans la culture cible sur des aspects qui les intéressent ou qui les passionnent. Parfois, ils se parlent à eux-mêmes. L'anglaise, au début, elle disait que elle va prendre sa douche, par exemple, elle va essayer de se dire dans la langue qu'elle apprend, et puis si elle voit qu'il y a un mot de vocabulaire qu'elle ne connaît pas, du coup, elle va le chercher. Et puis, ils vont utiliser les technologies pour les aider dans cette façon de faire. D'un point de vue des théories de l'apprentissage, on voit ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le socio-constructivisme, c'est-à-dire apprendre avec les autres, et puis construire très très vite des choses avec ce qu'on apprend. Alors justement, on va essayer maintenant de voir un peu les apports du numérique par rapport à tout ça. Bien, pour s'immerger dans une culture et donc accéder à des contenus, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent et qui n'existaient pas il y a quelques années. Alors, vous pouvez trouver énormément de choses sur YouTube, mais pour trouver des choses, utilisez la langue que vous utilisez, qui est votre langue cible. Si vous cherchez Chinese movie, vous allez trouver des choses, mais si vous l'écrivez exactement en chinois, je vous garantis que vous allez trouver beaucoup, beaucoup plus de choses.
Ensuite, vous pouvez faire, quand vous cherchez quelque chose, donc je vais taper n'importe quoi, mais quand vous cherchez quelque chose, vous pouvez aussi filtrer les contenus pour trouver des contenus qui sont récents ou pas. Si vous cherchez plutôt des contenus longs, ben, vous pouvez aussi faire une recherche par contenu long. Vous pouvez chercher aussi des playlists, enfin vous pouvez affiner votre recherche sur YouTube. Alors il y a d'autres sites qui existent, hein. Il y a parfois des sites qui sont liés à la culture, hein. En Chine il y a Youku, il y a Dailymotion en France, etc. quoi. Maintenant YouTube reste aujourd'hui le site qui contient le plus de contenu visuel, puisque à chaque minute qui passe, il y a 300 heures de nouveaux contenus qui apparaissent sur YouTube, et il y a plus d'1 milliard d'usagers actifs sur cette plateforme-là. Donc il y a beaucoup de contenu. On peut aussi essayer de s'immerger donc, par pays. Sur ce site-là, on peut trouver les contenus les plus populaires par pays. Et donc du coup, si je veux savoir ce que les gens regardent, par exemple en Allemagne, ben, je cliquerai là. Et les Allemands, c'est voilà, ça qu'ils regardent. Et le plus populaire, c'est celui-là, etc. Donc si je voulais m'immerger comme ça, je pourrais aussi le faire de cette façon-là, voir vraiment ce qu'ils regardent le plus. Et du coup, après, je pourrais en parler avec les Allemands, hein, puisque du coup, ces gens-là, ils doivent être connus là-bas. Donc ça peut être aussi un sujet de conversation. Et après, on peut aller sur l'icône là pour aller sur la chaîne de chaque. Alors en France, en France, si on va ici en France, les plus connus, vous les connaissez? En France, les plus connus, c'est Cyprien, Norman, etc. Voilà. Alors moi, on ne va pas continuer là. Donc dans la partie contenu, donc ça c'est, on va dire, grand public, hein, YouTube, on trouve vraiment de tout à boire et à manger. Bon. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus structurées parfois et qui peuvent vraiment inspirer, c'est le site TED. Donc je pense que vous connaissez TED. Une des fonctionnalités intéressantes de TED, c'est les transcripts. Donc si on prend n'importe quelle vidéo, on va prendre celle-là, et si on fait play, quelque part ici il y a transcript. Et donc là je peux voir le texte exactement de ce qui est dit. Alors comment j'avance ici? Et là on voit surligné. Bon, c'est un Indien. Bon, il a l'accent indien. C'est pas le BBC, c'est pas le BBC accent. Mais c'est intéressant de pouvoir écouter la voix et du coup de voir le texte. En plus, les textes sont traduits par des vrais traducteurs. Enfin, c'est pas des robots, c'est des vrais humains qui traduisent le texte. Donc c'est vraiment très proche. C'est juste d'un point de vue de la grammaire et de l'orthographe. Et puis on peut aussi chercher quelque chose dans le texte, hein, puisque on peut chercher un mot, et on peut aussi cliquer sur une partie du texte et du coup être synchronisé avec la voix et puis l'écouter. Là, il est traduit en français, par exemple? Oui, alors oui. Alors on peut choisir la langue ici dans Subtitles. Et bon, on n'a pas de chance là, parce qu'il est peut-être très récent. C'est à gauche. Alors, je refais Subtitle. Alors, en haut, par là. Il est marqué Subtitle Transcript. Alors là, je vais. À côté du texte, à gauche. Alors, à côté du texte. Ah oui, ok. Oui, mais il n'y a que anglais. Mais je pense que la vidéo, elle vient juste d'être là. Si on cherche des vidéos un peu plus connues comme Ted Robinson. Des vidéos pas anglais là-dessus? Alors non, il y a un peu de tout. Malheureusement, et c'est pas structuré en langue. Donc il faut chercher pour trouver. J'ai pas trouvé de sous-section catégorisée par langue. Mais on trouve un peu de tout. Par exemple, be an artist right now. Ça c'est coréen. Ça c'est en coréen, par exemple. Et là, on va voir s'il y a d'autres sous-titres, lui. Alors là, il y en a déjà beaucoup plus, des sous-titres que je peux choisir.
Et là, il vaut mieux parce que il parle en coréen. 오늘 제가 얘기할 주제는요, 예술가가 되자. 지금 Alors, 당장입니다. 이런 얘기를 꺼내면 이제 보통 분들이 다 긴장하고 약간 마음속에 저항을 하기 시작합니다. 예술이 Voilà. Alors, on peut. Donc, il y a ce Open Translation Project. D'ailleurs, c'est ouvert à participation, cette chose-là. Hein. Peut-être que vous, en tant qu'enseignant, ça peut être aussi un exercice à réaliser avec des étudiants, de prendre une vidéo qui puisse les intéresser, sur un sujet qui puisse les intéresser, et de participer à ce projet de traduction. Ça, c'est peut-être une possibilité. Sinon, alors il y a le lien ici, hein. Mais on peut aussi, il y a aussi TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez TEDx en anglais. X c'est pour Extended, donc en fait c'est pas le vrai TED, mais c'est Extended. Et là on peut retrouver des contenus par pays. Donc là si je vais sur ce lien là que j'ai marqué, ici on voit des pays. Donc je ne sais pas ce qu'on peut prendre, je sais pas, on va vers Italie par exemple. Donc là je vois des choses, ok, alors est-ce que, bon ça a l'air d'être en anglais, sinon je vais essayer autre chose où je suis sûr de, on va prendre le Japon, c'était où là, il y avait quoi, Singapour, j'ai du mal en fait à voir, South Korea, on parlait de la Corée, donc je vais essayer ça. Alors tout ça, bon là clairement je pense que ça va être en coréen quoi. Donc là je sélectionne par pays et puis ici je pense que ce sage ouais, c'est du coréen. Ok, voilà. Donc c'est une autre façon de trouver des contenus. Après, il y a aussi beaucoup de contenus maintenant qui sont apparus au travers du phénomène qu'on appelle les MOOC, qui sont les Massively Open Online Courses, qui sont des cours en ligne ouverts à tous. Il y a plusieurs plateformes. La plus connue peut-être c'est Coursera. Donc je vais y aller. Et Coursera, il y a beaucoup de cours. Alors je crois que je suis pas encore authentifié là. Mais vous voyez qu'on peut les sélectionner aussi par langue. Alors soit le cours est dans la langue en question, soit il y a au moins les sous-titres. Mais effectivement, il y a des cours en français, il y a des cours en chinois, etc. Donc Coursera, voilà. Et donc là, ce sont des vidéos, hein. C'est des cours sous forme de vidéos avec aussi des sous-titres. Il y a d'autres plateformes de MOOC comme edX qui existent. Je vais voir d'ailleurs si je peux peut-être m'authentifier, si c'est pas trop long, ou pas. Alors là en fait j'ai pas un clavier qui me convient bien. Alors qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Je sais même plus. Ok. Et j'ai dû mettre ça. Est-ce que ça va? Ouais. Donc là on a tout plein de cours, essentiellement de l'anglais quand même si parfois il y a d'autres langues. Mais ce qui est intéressant, on va prendre ça, Courseware. Donc là, c'est là qu'il y a les vidéos. Donc on va faire What is Psychology. Et là aussi, on a un transcript qui est à côté de la vidéo. Donc, ça c'est pas du français, ça. C'est pas de l'anglais. C'est des chinois. Bon. Mais le fait d'avoir le transcript aussi juste à côté, ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors, après on a d'autres choses comme les fansubs, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des séries télévisées, des séries télévisées ou des animés qui ne sont pas commercialisés en Occident. Et les fansubs, c'est un phénomène où ce sont les fans d'une série qui vont sous-titrer eux-mêmes le contenu. Donc là, par exemple, sur ce site-là, alors c'est en général accepté par les éditeurs, c'est très gris, hein, la légalité n'est pas très claire, mais ça permet de faire connaître des séries à l'extérieur, et souvent pour les éditeurs, ça permet de savoir s'il va y avoir un marché potentiel ou pas. Et quand c'est commercialisé dans le pays en question,
normalement ils enlèvent les séries. Souvent les traductions sont intéressantes parce qu'ils rajoutent des notes culturelles qu'on ne trouve pas dans les versions commerciales. Donc, par exemple ici il y a des séries en chinois, en coréen, en japonais, en thaïlandais, en taïwanais, en taïwanais c'est du chinois, en vietnamien, etc. Voilà. On a aussi beaucoup, pour s'immerger encore, on a énormément de web radio qui existent. Par exemple, BBC Radio, si vous voulez apprendre l'anglais, vous mettez ça en tâche de fond et puis vous faites autre chose et vous allez entendre de l'anglais au fur et à mesure. Il y a des choses qui vont rentrer. On a aussi tout le phénomène des podcasts. Il y a une dizaine d'années, sur iTunes, il y a une catégorie de podcasts où on peut télécharger en fait des contenus en format audio cette fois-ci. Et la BBC, la plupart des émissions de la BBC les proposent aussi en format podcast. Il y a aussi, moi j'utilise plutôt cette application qui s'appelle Pocket Cast. Si vous avez un smartphone, là vous avez aussi un répertoire dans lequel on peut découvrir comme ça des émissions radio de la BBC, mais aussi des choses qui sont plus amateurs. Il y a beaucoup de blogs évidemment, de sites qui parlent des langues ou des cultures. Une façon de les relier entre eux. À l'époque, c'était les fils RSS, mais les fils RSS, c'est plus très populaire chez le grand public. Par contre, ils sont souvent présents sur Facebook ou sur Twitter, ces sites qui parlent de langue ou de culture. Et une façon que vous pouvez faire, c'est sur Facebook, on peut relier des pages qu'on like, on peut les relier dans des listes. Donc vous pouvez vous faire une liste, par exemple tout ce qui concerne la culture, je sais pas, japonaise. Et du coup, quand vous cliquerez sur cette liste-là, vous verrez toutes les nouvelles actualités, des sites que vous avez vous-même likés, qui seront visibles. Il y a les séries télé. Moi, j'ai beaucoup appris l'anglais, je l'ai pas mal perfectionné dans les séries télé. À l'époque, c'était difficile parce que je pointais une antenne satellite sur mon balcon en direction de l'Angleterre pour essayer d'avoir une série que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelait Star Trek The Next Generation, avec un acteur qui s'appelle Patrick Stewart, qui est un acteur shakespearien qui parle très très bien anglais. Alors aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile pour se procurer des séries en langue étrangère, puisque souvent les langues existent sur les DVD. Il y a un site qui s'appelle Flix, que j'ai jamais essayé, mais qui permet a priori de voir des séries avec les deux sous-titres en même temps. Donc vous pouvez avoir les deux sous-titres en même temps et cliquer sur un mot pour avoir une définition. Mais il faut créer un compte, etc. Et puis je ne l'ai pas fait. Et puis il y a des sites aussi par rapport aux chansons, pour aider à l'apprentissage par rapport aux chansons. Mais je n'ai pas non plus une grosse expérience là-dessus. Si vous avez de l'expérience là-dedans, n'hésitez pas peut-être après à partager vous les choses que vous avez trouvées d'intéressantes et qui fonctionnent pour vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas les contenus qui manquent, et on a vraiment la possibilité de trouver des choses qui nous intéressent personnellement, sur des sujets qui nous intéressent personnellement, et s'immerger dans la culture du pays cible. Donc il ne faut surtout pas s'en priver, et ça c'est quand même une grande flexibilité que permet le numérique. Alors après, il y a des outils un peu plus spécialisés. Alors non, pas encore les outils. Bon, c'était l'accès au contenu, maintenant c'est l'accès aux individus pour parler. Le mieux, c'est de parler à des vrais natifs dans la vraie vie. C'est quand même ce qui est plus intéressant. Pour ça, le numérique aide aussi. On peut mettre en relation des gens. Il y a des cafés langues qu'on peut trouver dans les grandes villes. Dans la plupart des grandes villes, notamment sur Facebook, vous trouvez ce genre de choses. Et ici, à Spiral, ils pratiquent notamment la méthode tandem, qui correspond à trouver une personne de la langue que vous voulez apprendre, et puis chacun va, et inversement, et chacun va parler dans sa langue qu'il apprend la moitié du temps. Donc c'est la méthode tandem. Donc ça, c'est la page de Spiral là, qui explique comment s'inscrire à ce type d'activité, puis trouver un partenaire. Et comme on a la chance d'être dans une grande ville et dans une grande université avec beaucoup d'étudiants étrangers, la probabilité que vous pouvez apprendre comme ça une langue et puis échanger au niveau culturel, elle est quand même assez élevée, et ça c'est une véritable chance. Alors les gens qu'on a vus, les polyglottes, ils font ça s'ils peuvent le faire, ils vont voir des vrais gens dans la vraie vie. Et sinon, ils continuent avec les médias sociaux et les réseaux sociaux pour faire ça.
Donc les médias sociaux, c'est YouTube, les réseaux sociaux, c'est souvent Twitter, Facebook, Google plus Communities, c'est un peu moins utilisé, mais c'est aussi des groupes dans lesquels on peut apprendre des langues. Alors, sur Facebook, vous trouvez des groupes pour apprendre telle ou telle langue, et puis vous pouvez poser des questions, vous avez des réponses, etc. Il y a tout ce qui est outils de visio aujourd'hui, qui se sont vraiment généralisés, comme Skype, Google Hangout et d'autres. Il y a des sites aussi, il y a des réseaux sociaux qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage des langues, comme Languehate, qui permettent d'aider à la mise en relation et l'aide de traduction, etc. Bref. Alors, concernant les outils purement numériques pour aider, il y a un des aspects importants, c'est le vocabulaire. Plus on a de vocabulaire, et plus ça devient facile finalement de parler. Et là-dedans, le numérique permet d'aider à faire des choses. Quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup la science-fiction. Et lorsque j'ai vraiment voulu apprendre l'anglais, un film que j'aimais beaucoup qui s'appelait Blade Runner. Donc ça date. Et je me rappelle très bien de ce magazine-là. À l'époque, les contenus étaient durs à trouver. Il fallait aller jusqu'à Paris pour trouver ce type de choses, quoi. À la gare de l'Est, c'était là que vous aviez aussi une section avec des revues en anglais, etc. Alors, on parle du XXe siècle, c'est pas si éloigné que ça, mais les choses ont énormément changé. Et je me rappelle quand j'ai essayé comme j'aimais beaucoup ce film-là, j'ai essayé de lire l'article. Je ne m'intéressais pas beaucoup aux langues à cette époque-là. Alors j'ai pris un dictionnaire, et puis j'ai essayé de traduire mot à mot l'article. Je me rappelle très bien de cette revue-là, parce que c'est une expérience qui est absolument horrible. Évidemment, j'ai quasiment rien compris à l'article. Et à chaque fois, j'avais la déconnexion entre je commence l'article, et puis je le laisse, et je vais chercher dans le dictionnaire, et puis je reviens, etc. Donc c'est horrible. Alors heureusement, les choses ont évolué en 2015. On a la possibilité d'avoir des dictionnaires intégrés qui vous permettent d'être dans une expérience de lecture et de ne pas quitter cette expérience de lecture. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les dictionnaires intégrés dans les liseuses électroniques, comme les liseuses Kindle. Ça, c'est Amazon, mais j'en ai pas d'autres, mais je pense que c'est aussi intégré dans les autres fournisseurs. En gros, vous lisez votre vidéo. Bon, ça, c'est pas très... pas bien. Wait a moment, and as you can see there, I'll move this nice and in view, it has opened up the definition in English, Barnum Collins, Spanish, English. Et vous pouvez avoir plusieurs dictionnaires qui sont directement intégrés à vos liseuses électroniques. Donc ça, c'est super pratique parce que ça ne déconnecte pas l'expérience de la lecture. On l'a aussi sur les pages web. Par exemple, si je vais sur la BBC, dans un navigateur, on a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités supplémentaires au navigateur. Une des extensions que j'ai, c'est celle-là, et qui est le Google Dictionary. Et si je clique sur un article et s'il y a un mot que je ne suis pas sûr exactement, je vais en fait avoir une définition et je vais même avoir le son. Attack. C'est comme ça que ça se prononce. Attack. Ok. Et puis si je veux plus de choses, si c'est pas suffisant pour moi la petite traduction là, je peux aller sur d'autres dictionnaires en ligne. Donc ça c'est une extension qui s'installe sur Google Chrome et je pense sur d'autres navigateurs aussi. Et j'ai donc mis le lien de cette extension ici. On peut changer la langue dans l'extension. Alors, je vais aller dans les options de l'extension. On peut changer la langue et différentes choses dans la façon dont ça apparaît. Et apparemment, on peut aussi se remémorer les mots automatiquement. Donc j'imagine qu'on peut après avoir une liste automatiquement réalisée des mots sur lesquels on avait cliqué, c'est-à-dire des mots dont on n'était pas complètement sûr de la définition. Donc là aussi, ça peut aider. Il y a des choses aussi pour des langues un peu plus complexes. Par exemple, le chinois, le dictionnaire, c'est même pas évident parce que voilà, c'est des idéogrammes, des sinogrammes, etc. Donc c'est plus compliqué. Alors là, si je vais sur un site chinois, on en parlait de web radio tout à l'heure, on va aller là. Donc ça, c'est une web radio chinoise.
Donc là, c'est un peu compliqué. Pas sûr de reconnaître tous les caractères. Là, j'ai rajouté un dictionnaire chinois. Alors, je vais l'activer. Là, il me donne quelques indications. J'ai juste à placer le curseur de ma souris et j'ai les traductions. Donc, si je reconnais quelques caractères, machin, etc., mais il y en a d'autres que je ne reconnais pas, il suffit de placer ici son curseur sur le mot qu'on ne connaît pas et d'avoir directement la traduction. Donc on appelle ça des dictionnaires fly-over, parce qu'on met juste la souris sur le mot qui nous intéresse. Il y en a pour toutes les langues. Donc là, il y a pour le japonais, il y a aussi pour le coréen, et j'imagine pour d'autres langues. Et là, c'est pratique, parce qu'on peut là encore rester immergé dans la culture, donc un site du pays, et puis essayer d'améliorer son vocabulaire simplement en positionnant sa souris. Des choses que vous connaissez probablement, Google Translate. Mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas forcément connues dans Google Translate. Par exemple, si on cherche, il est capable de, si on fait tabero, qui est manger en japonais, il est capable de donner aussi de donner l'audio. Et ce que les gens connaissent un peu moins, c'est que vous pouvez sauver les mots ou les expressions que vous avez trouvées. Et quand vous les sauvez, elles apparaissent ici. Et là, vous avez toute une liste de vocabulaire ou d'expressions, ou de termes que vous avez vus. Et vous pouvez aussi les exporter sur un... Ah, ça ne marche pas. C'était autre chose. Vous pouvez aussi les exporter dans un document Excel. C'est CVS, mais ça marche dans tous les tableurs. Alors, je ne sais plus où c'était l'export. L'export, je ne sais pas. C'est quoi ça? Export to Google Sheets. Ok, bon, et ça marche pas. Would you like to import that? Ok, bon. Normalement, ça marche. Voilà. C'est aussi une application Google Translate pour les gens qui ont un smartphone. Et ça utilise du coup des potentialités supplémentaires du smartphone, notamment la caméra du smartphone. Et il est capable de faire ce qu'on appelle de l'OCR, de la reconnaissance automatique de caractères. Donc, vous pouvez pointer un panneau, par exemple en chinois, et puis il est capable de vous traduire le panneau en chinois. Donc si vous faites du tourisme, vous cherchez les toilettes ou quelque chose d'important, etc., et vous voyez des panneaux que vous ne les comprenez pas, là vous ne pouvez pas les taper, mais vous pouvez prendre une photo et il est capable de vous donner la traduction. Voilà. C'est Google Translate sur Android. Ouais, sur Android et sur iOS aussi, la fonctionnalité existe. Alors après, il y a des applications qui peuvent être en chinois. Il y a Hangping Pro, là, lui, il a un super OCR aussi intégré, mais plutôt pour le chinois. Donc voilà, donc ça c'est des outils qui sont issus du numérique, qui sont gratuits et qui aident finalement à apprendre plus de vocabulaire. Mais après, une fois qu'on a beaucoup de vocabulaire, se pose la question de la mémorisation, comment on retient tout ça. Alors ça peut être des choses très simples. Moi je sais que j'utilise beaucoup les blocs-notes en ligne, donc j'utilise plutôt des Google Docs, mais il y a d'autres choses, il y a Office Online, il y a d'autres choses. Ce que j'aime dans le fait de mettre les choses en numérique, c'est que j'y accès n'importe où, n'importe quand. Et donc si j'ai un peu de temps dans le bus, etc., je peux simplement allumer mon smartphone et puis retrouver ce que j'avais marqué quand j'étais chez moi ou autre part. Donc ça c'est pratique. Ensuite il y a d'autres choses qui partent de la mémorisation qu'ont fait les Grecs. Les mnémonics, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce mot-là. Il y a un site que je trouve intéressant qui s'appelle Memrise, et c'est des mnémonics communautaires. Et ça, j'ai trouvé l'idée intéressante. En fait, l'idée, c'est de faire des listes de mots à apprendre, mais pour aider à les apprendre, c'est d'essayer de trouver quelque chose, une image, une phrase, une idée qui vous permette de vous en rappeler. Et souvent, c'est basé sur le ridicule ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, sinon on s'en rappelle un peu moins. Donc là, je vais juste en commencer un pour voir. Donc ça, c'est yes et non en japonais. Là, il y a un usager qui a proposé IE. IE, c'est Internet Explorer, le navigateur, parce que c'est un navigateur qui a plus une très bonne réputation, en tout cas les anciennes versions.
en mettant, quelque chose de barré dessus. Et ensuite, vous pouvez voir tout ce qui a été proposé, toutes les idées qui ont été proposées pour se rappeler ce nom-là. Et puis, s'il y en a un qui vous plaît, vous faites « Ah ouais, j'aime bien ça, cette idée », et puis vous allez passer au mot suivant. Et à chaque fois, il va associer les mots que vous apprenez à un mnémonique pour vous aider à vous en rappeler. Ce que je trouve intéressant, c'est l'effet communautaire, là, que les gens puissent proposer des idées pour se rappeler d'un mot de vocabulaire. Et vous pouvez créer comme ça des paquets de mots que vous pouvez contribuer sur une communauté. Après, il y a des choses qui vont plus loin. Alors, il y a les méthodes dont je vous avais parlé tout à l'heure, les méthodes qui utilisent des lieux que vous connaissez pour vous rappeler de mots. Ça s'appelle la méthode de Loki. Et je vous ai, comme on n'aura pas de toute façon le temps, je vous ai mis des liens vers des vidéos qui expliquent comment on utilise ces méthodes-là. Et elles sont très utilisées par les gens qui sont capables de mémoriser beaucoup de choses. Il y a des choses aussi très intéressantes sur la répétition espacée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, répétition espacée. Donc ça, c'est issu de vraies recherches qui ont été faites par un Allemand, dont je ne me rappelle plus bien le nom. Ce n'est pas des recherches récentes, hein, ça date déjà d'il y a un bout de temps. Et là, on a la courbe de l'oubli. Et la courbe de l'oubli, c'est à quelle vitesse dans le temps. Donc là, on a les jours en axis et en ordonnée, on a le fait de se rappeler ou pas de ce qu'on a appris. Au début, quand on apprend quelque chose, ben évidemment, on le sait sur l'instantané. Et puis, au bout d'un certain temps, on va perdre les choses si on ne va pas réactiver ce qu'on a appris. Et on va le perdre très vite au début. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, vous avez perdu 75% des choses que vous avez apprises si vous n'avez pas réactivé, si vous n'avez pas recherché dans votre mémoire ce que vous avez appris. Donc ça va très vite. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si on va réactiver ce qu'on a appris, eh ben, la vitesse à laquelle on va oublier, elle est moins importante. En gros, ici, là, cette pente-là, elle va être de plus en plus plate. Ça veut dire que si on se rappelle à des moments opportuns ce qu'on a appris, eh ben, dans le futur, on aura moins besoin de s'en rappeler parce qu'on va rentrer ces choses-là dans la mémoire à long terme. Mais ça veut dire aussi d'être capable de se le rappeler ou de faire l'exercice avant qu'on oublie complètement ce qu'on a appris. Alors à l'époque, les gens utilisaient des vraies cartes physiques et ils écrivaient d'un côté de la carte la question. Par exemple, pour les langues, ce serait le mot de vocabulaire que vous voulez apprendre et puis la réponse de l'autre côté. Et ensuite, vous prenez votre paquet de cartes et puis lorsque vous avez facilement la réponse, vous le mettez dans un paquet où ça c'était facile pour moi, ça c'est bon, je le connais. Lorsque vous avez la réponse mais vous n'étiez pas vraiment sûr, vous le mettez dans un paquet au milieu, je savais mais c'est pas complètement acquis. Et puis quand vous ne saviez pas, vous le mettez dans un paquet complètement à droite. Et ensuite vous saviez les éléments qu'il va falloir apprendre en priorité et quand il va falloir les remémorer. Et là le numérique permet aujourd'hui de simplifier beaucoup cette chose-là, puisque c'est le logiciel qui va vous rappeler automatiquement, avant que vous oubliez, les mots qu'il faut que vous révisez en fonction de la réponse que vous avez donnée précédemment. C'est-à-dire le logiciel va vous demander est-ce que c'était facile ou pas, et si c'était facile, il sait qu'il va vous le proposer dans une semaine, on va dire, ou dans un mois, en fonction de ce qui a déjà été appris et du nombre de fois qu'elle est déjà venue en face de vous, cette chose-là. Alors dans les langues qui demandent beaucoup de mémorisation, comme le chinois et le japonais, parce qu'il y a les caractères chinois dans les 2 langues, j'ai tous les étudiants qui sont allés très loin, ils utilisent tous cette méthode-là, la répétition espacée, pour le vocabulaire. Et le logiciel qui est le plus connu, il s'appelle Anki. Et c'est un logiciel qui est libre, open source, qui fonctionne sur PC, qui fonctionne en ligne. Il est gratuit, sauf sur iOS. Je crois qu'il est payant sur iOS. Mais sur Android, etc., il est gratuit. Et donc, je peux essayer de vous montrer comment ça fonctionne.
alors, je vais allumer mon Android là. Donc là, ça, je ne veux pas. Bon, ça va pas être très sécurisé, mais bon. Voilà. En plus, c'est enregistré, c'est super. Je vais changer. Hein. Bon. Alors, donc, Anki, je l'ai installé ici. Là, c'est des applications que j'ai. Il s'appelle ici Anki Droid. Et là, c'est les paquets de cartes que j'ai. Alors, soit je vais chercher des paquets de cartes qui sont existants, soit je crée mon propre paquet de cartes. Souvent, quand vous assistez à un cours et vous apprenez des mots, le mieux, c'est de faire votre propre paquet de cartes avec les choses que vous avez apprises. Donc là, typiquement, là, ça c'est un paquet de cartes que j'ai fait sur des choses qui correspondaient donc à des cours. Donc si je connais la réponse ou pas, ça c'est les docteurs, je regarde la réponse, et puis si c'était facile, et si je le connaissais, je veux dire ouais, c'était bon pour moi, c'était good. Et là, vous voyez, il me dira, je ne veux pas vous le proposer avant 10 minutes. Quoi, hein. Si je vais mettre, ah non, j'ai pas compris, c'était difficile en rouge, il va me le proposer plus souvent, puisqu'il sait que je ne l'ai pas acquis. Et si je dis que c'était vraiment easy, hein, finger in the nose, il va me le rappeler 4 jours plus tard, parce qu'il sait que, voilà. Il sait que c'est pas la peine. Donc voilà, donc je vais répondre ceci, et puis comme ça je continue. Et au fur et à mesure, comme dit, il va me proposer les cartes et les mots de vocabulaire avant que je les oublie définitivement. Et de façon la plus efficace possible. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer par faire votre paquet de cartes. Hein. En fait, vous faites une carte, vous faites plus ici, et vous pouvez ajouter donc une note qui va être une carte, et vous mettez d'un côté ce que vous voulez apprendre et de l'autre côté la réponse. Ça peut être un peu plus compliqué, hein, parce que vous pouvez aussi définir aussi le modèle de carte. Hein. Vous pouvez rajouter des sons si vous voulez, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez pour aider à la mémorisation, etc. Mais vous pouvez aussi aller chercher des decks partagés, donc, qui ont été déjà faits par d'autres. Et là, vous avez les langages. Je ne sais pas si je peux faire plus grand, ça donne quoi ça? Non, pas grand-chose. Vous avez les langages, donc si vous voulez apprendre l'anglais, par exemple, vous cliquez sur anglais. Et puis à ce moment-là, vous voyez tout plein de paquets. Russian to English, ouais, mais ça, on s'en fiche là. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez le nombre de cartes. Vous voyez s'il y a de l'audio qui est associé ou pas aux cartes. Et s'il y a des images qui sont associées ou pas aux cartes. Vous pouvez ensuite aller sur un paquet de cartes et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est un exemple de carte. Il y a une image, il y a un son, etc. Et puis les commentaires des gens et ce qu'en disent les usagers. Si c'était utile, s'il y avait des erreurs, si machin, etc. Et ça, c'est aussi très pratique parce que ça permet d'apprendre dans le bus, en faisant la queue pour aller acheter son sandwich, on peut se faire quelques mots de vocabulaire très vite en sortant son smartphone, etc. Et surtout, ça marche vraiment, c'est assez étonnant. Il y a des outils un peu plus geeks qui existent, je vais quand même vous les montrer, c'est un peu plus compliqué d'usage. Anki, c'est déjà un peu complexe d'usage, vous verrez qu'il y a quand même une documentation assez... mais je crois que ça vaut le coup. Alors cet outil-là, c'est un outil qui va encore plus loin, parce qu'il va faire des cartes automatiquement à partir d'un film. Vous lui donnez un film, vous lui donnez le fichier sous-titres, et automatiquement, il va prendre chaque ligne du fichier sous-titres, il va faire une carte en extrayant automatiquement une image du film. Donc là, c'est un animé japonais. Donc le logiciel va prendre une image de l'animé à chaque fois qu'il y a une nouvelle phrase dans le sous-titre. Et de l'autre côté, il va mettre la traduction. En fait, il faut deux choses. Il faut la vidéo, il faut la langue d'origine, et puis votre langue à vous pour avoir la réponse ou vice-versa. Donc ça peut aller assez loin. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, donc quand même beaucoup d'outils numériques pour aider à la mémorisation. Et là, j'ai mis un lien vers un document que j'avais créé et qui parle un peu plus de la mémorisation espacée. Il y a d'autres logiciels qui existent et c'est un thème assez riche à explorer. Alors, il y a les applications. Donc là, on a vu tout à l'heure mon téléphone Android, là.
Je vais revenir ici. Dans tous les téléphones, on a... alors, je ne sais pas où il est, le mien, c'est où? C'est par là. Voilà, on a ce qu'on appelle un store. Donc là, c'est le Play Store chez Google. Chez Apple, c'est l'App Store. Et là-dessus, vous pouvez trouver tout plein d'applications. Il y a énormément d'applications qui existent pour les langues. Souvent, elles sont gratuites. Et puis parfois, il y a des applications gratuites avec des options qui sont payantes. Mais c'est souvent des applications qui ne coûtent pas très cher quand elles sont payantes. Donc par exemple, pour une langue ici... alors je vais revenir... merci. Bon, ça, c'est des dictionnaires. Ici, puisqu'on parlait du japonais, c'est à la fois des dictionnaires, mais aussi avec des exercices de révision, etc. etc. quoi. Ce qui est intéressant aussi, là j'utilise une application qui permet de connecter directement mon smartphone Android sur mon PC. Donc vous voyez, là je vois en fait ce qu'il y a sur mon PC. Et en plus, je peux aussi faire des copier-coller. C'est-à-dire que je peux avoir une application qui n'existe que sur Android, comme par exemple un dictionnaire. Et après, je peux sélectionner quelque chose et le copier-coller sur le PC. Et j'ai mis aussi le lien ici. Bon, mais c'est plus une application geek, ça, on va dire. Mais voilà. Après, il y a des gens qui utilisent les jeux vidéo pour aider à l'apprentissage des langues. Autant regarder une série télé dans une langue étrangère, c'est très utile. Autant le jeu vidéo fait partie de la culture des jeunes aujourd'hui, hein, ils y jouent beaucoup. Alors tant qu'à faire, obligez-les ou obligez-vous, si vous jouez à des jeux vidéo, à jouer dans une langue étrangère, parce que du coup, vous allez apprendre des mots. Minecraft, par exemple, est très connu chez les enfants, et même les plus grands. Dans Minecraft, chaque fois qu'on utilise un objet, du bois, du machin, etc., il y a toujours le nom qui apparaît de l'objet. Donc à force, ça apparaît tellement de fois que vous allez vite apprendre en fait du vocabulaire. Et puis il y a des gens il y a des enseignants qui utilisent Minecraft pour enseigner. Hey, hello everyone, welcome to our server. My name is Chief Shop. And my name is Sarah. And we are the chief Japanese teachers on this server. Alors je ne vais pas continuer, mais il vous explique un petit peu comment ils utilisent. Alors du coup, les étudiants, ils apparaissent au travers d'un avatar, qui est le personnage, ce qui peut aussi aider à l'expression, parce que souvent les gens sont très conscients de leur image lorsqu'il faut qu'ils s'expriment en face de quelqu'un, etc. Et on peut imaginer que l'avatar, il aide aussi à inhiber un petit peu cet aspect-là. Et puis surtout, il y a l'aspect interactivité. Et dans Minecraft, on peut écrire des textes aussi. Donc on peut écrire des petits manuels et puis des choses interactives. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en suis exactement. Voilà. Bah, c'était à peu près tout. Donc c'est surtout des pistes que je vous ai données. On n'a pas vraiment exploré en particulier un outil. Mais donc dans les outils, dans les usages que j'ai pu regarder, puis par rapport à mon usage à moi, c'est ce que j'ai pu observer. Alors vous avez tous les liens qui sont là. Alors je ne sais pas si vous, il y a des choses que vous avez envie de contribuer, des choses qui vous ont motivé, des outils qui vous aident pour l'apprentissage des langues, des usages qui ne sont peut-être pas forcément liés au numérique. Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'explorer ou... Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très différent d'il y a quelques années. Les possibilités, à la fois en termes de contenu et en termes de connexion aux autres, elles sont... Le numérique a permis de complètement abolir les distances. On parle du village global, c'est un petit peu ça. On est vraiment très très proche de tout le monde. J'ai encore une question. J'ai beaucoup aimé Anki. Oui, ok. Puisque la méthode existe depuis très longtemps, mais là c'est vraiment intéressant parce qu'on peut travailler dessus quand on a le temps. Et puis surtout l'aspect rébarbatif est géré par l'ordinateur. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est l'espacement dans le temps est géré. Et ça, c'est Oui, ouais. très intéressant. Ça ne marche que sur Android.
Alors non. En fait, ça marche aussi sur le web. Vous pouvez l'utiliser sur le site web. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle Anki Web. Enfin, on va retourner en fait à la page. Vous verrez que ça marche sur un peu de tout. Alors, c'est pas vraiment la page que je téléchargeais. Alors, en fait, ça marche sur Windows. On peut l'installer sur un PC Windows. Hein. Et en général, sur un PC, c'est plus facile pour rentrer beaucoup de choses. Hein. Sur un PC, c'est beaucoup plus confortable et on peut gérer. Par contre, si vous l'installez sur plusieurs appareils, il est capable de synchroniser. Vous voyez, là, il y a un bouton synchronisation. Donc, par exemple, si je l'installe sur mon smartphone et sur mon PC, je peux travailler sur mon PC, je clique sur synchroniser, ça va synchroniser avec mes cartes sur mon. Voilà. Alors, pour ça, il faut quand même créer un compte, mais il est gratuit sur ici Anki Web, ils ont fait un compte, et du coup, ça va permettre la synchronisation entre les deux. Et vous pouvez aussi éditer sur le site web en lui-même, si vous ne voulez pas installer ou si vous ne pouvez pas installer l'application. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même un petit peu ardu. Moi, ça m'a pris un peu de temps quand même pour le maîtriser. Mais par contre, c'est très très puissant comme outil. Ce que je vais faire, je vais arrêter aussi ça.